le manque de clairvoyance précisément de nos politiques français en particulier, même de nos politiques européens, à l'égard des régimes autoritaires. Pourquoi nos gouvernements, les gouvernements européens en général, et le gouvernement français en particulier, a jusqu'au bout apporté un soutien inconditionnel, sans faille, au régime de M. Ben Ali. Et vous avez vu la gabegie diplomatique de la France, qui jusqu'au dernier jour, quasiment, a soutenu M. Ben Ali, et qui lui a même proposé une sorte de coopération technique, sécuritaire, à un moment où d'autres pays, qui, je ne dirais pas qu'ils sont plus anges ou plus moraux, avaient quand même critiqué. Et quand on compare les déclarations de Barack Obama et ceux de Nicolas Sarkozy ou de Ali Omari, il y a quand même un contraste qui montrait que la France était en dessous de tout dans ce que j'appellerais sa critique du régime et dans sa capacité à anticiper ce changement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un aveuglement? Est-ce qu'il s'agit d'une myopie? Est-ce qu'il s'agit d'une complicité? Je pense que ça, on peut se réserver le qualificatif de l'attitude et du comportement français à l'égard des régimes autoritaires du monde arabe à la fin de mon intervention. Mais je voudrais dire que pour expliquer cette posture diplomatique, et même plus que diplomatique, de la France officielle à l'égard des régimes autoritaires du monde arabe, ce qu'il faut bien appeler des dictatures, je crois qu'il y a à la fois des facteurs profonds qui relèvent du temps long et des facteurs, je ne dirais pas conjoncturels, mais qui du moins relèvent d'un temps plus court, d'un temps présent, qui remonte à quelques années. Et puis certains facteurs qui sont généraux au monde arabe, c'est-à-dire qu'on va soutenir Ben Ali comme on va soutenir le roi du Maroc, et d'autres qui sont plus spécifiques au régime. Et je donnerai l'exemple de la Tunisie. Je pense qu'il y avait aussi d'autres facteurs qui faisaient qu'on soutenait la Tunisie et qui fait qu'on était plus critique à l'égard d'autres régimes arabes. Il y a vraiment un mythe tunisien en France, mythe qui était d'ailleurs parfois véhiculé par un certain nombre d'intellectuels français, plutôt honnêtes d'ailleurs, et parmi les gens qui étaient très peu critiques à l'égard de la Tunisie, il y avait aussi des gens honnêtes. D'abord, je dirais que sur le temps long, il y a ce que moi j'appellerais l'héritage de l'orientalisme, d'une manière générale, d'un certain orientalisme, qui consistait à considérer d'une certaine manière que ces régimes étaient les meilleurs régimes pour ces peuples-là, à considérer que la dictature était un fait naturel pour les peuples arabes. Peuples de tribaux, vus comme tribaux, comme ethniques, comme divisés, et que finalement ces peuples méritaient d'une certaine manière les régimes qu'ils avaient, des régimes autoritaires. Cette idée que finalement ces peuples-là doivent être gouvernés au minimum à l'intelligence et au maximum à la baguette, au bâton. Et c'est quelque chose qui peut nous apparaître décalé, mais c'est quelque chose qui était relativement présent dans les déclarations de nos hommes politiques, de Jean-Pierre Chevènement à Jacques Chirac, en passant par Nicolas Sarkozy, et même parfois certaines personnalités plus modérées, comme Hubert Védrine, de considérer finalement que les Arabes étaient traversés par ce syndrome de l'homo arabicus dictateur, et que finalement la dictature participait bien de la culture politique du monde arabe, et que la démocratie, en revanche, n'était pas faite vraiment pour eux. Je vous épargnerai toutes les citations de Nicolas Sarkozy à ce propos, de Jacques Chirac, saluant le caractère très moderne de la grande démocratie qu'est l'Arabie Saoudite, ou cette formule toute française de régime arabe modéré, très rigolote, cette formule qu'on appliquait d'ailleurs à des régimes très différents comme le régime de Moubarak, le régime de Ben Ali, mais aussi l'Arabie Saoudite. Et comme je dis, modéré oui, mais pas pour leur peuple en tout cas. Donc ça, c'est la première, à mon avis, facteur qui est profond, qui explique ce qu'un de mes jeunes collègues, Mohamed Ali Adraoui de Sciences Po Paris, appellerait la défaite de la pensée occidentale à l'égard du monde arabe. Et d'ailleurs, la gabegie diplomatique reflète cette défaite de la pensée. Donc cet héritage de l'orientalisme. Deuxième facteur qui a beaucoup plus joué, je dirais, pour les pays du Maghreb, d'une certaine manière pour d'autres pays arabes, que Michael Ayari d'ailleurs pourrait développer beaucoup mieux que moi, c'est aussi le mythe développementaliste. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'orientalisme hérité de Renan, considérant que les Arabes sont fondamentalement des peuples obscurantistes qui méritent finalement des despotes éclairés, même si ça ne veut rien dire, despotes éclairés. Mais c'était aussi que finalement, ces pays, au lendemain de l'indépendance, méritaient des régimes forts pour pouvoir
engager des politiques de développement. C'était l'idée que finalement, ces régimes avaient besoin de régimes forts pour sortir de l'état du sous-développement, et qui est un mythe, je dirais, plutôt de gauche cette fois, plutôt progressiste, qui fait que, d'une certaine manière, on a excusé les erreurs du FLN, sans s'apercevoir que le FLN avait aussi spoilé une partie de la victoire de la résistance algérienne, quoi, un certain FLN. Qu'on a souvent justifié le bourguibisme. Certes, il était pro-occidental, il avait libéré la femme, mais bon, après tout, tant mieux, c'était surtout ça, et on ne voulait pas voir que ce despote éclairé devenait de plus en plus un despote et de moins en moins un leader éclairé. Qui fait aussi qu'on a soutenu Saddam Hussein, en nous disant, mais l'Irak est le pays le plus moderne du monde arabe, parce qu'il y a un taux de médecins supérieur aux autres pays arabes. Et ce mythe développementaliste, qui a été porté souvent par des hommes de gauche, par exemple pour la Tunisie, quelqu'un que je respecte par ailleurs, même si on peut le critiquer sur certains plans, qui est Jean Daniel, qui pendant très longtemps a soutenu la dictature de Bourguiba, qui au début aussi, pendant très longtemps, a soutenu la dictature, je veux dire de Jean Daniel, de Ben Ali, et qu'on retrouve chez quelqu'un comme Delanoë, qui était persuadé que finalement la Tunisie, c'était ce pays de développement, et que ces dictateurs-là n'avaient pas le choix que des politiques autoritaires dans le plan économique, mais aussi sur le plan politique, pour développer des pays fondamentalement sous-développés. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Troisième facteur, qui lui nous ramène à un temps beaucoup plus présent, mais néanmoins qui commence à dater, c'est ce que j'appellerais un peu le credo néolibéral, ou le triomphe du consensus de Washington, qui fait que pour un certain nombre de pays, c'est moins vrai, c'est pas vrai pour tous, mais notamment pour la Tunisie, ce qui nous importait, c'est leur caractère exemplaire du point de vue de l'application des réformes néolibérales, de ce qu'on appelle des politiques d'ajustement structurel, qui faisait que la Tunisie était considérée, pour reprendre la formule de notre collègue Béatrice Ibou, comme un bon élève de la classe néolibérale. Il appliquait les réformes de libéralisation, de privatisation, et que de ce point de vue-là, et je citerai Dominique Strauss-Kahn, à peine quelques mois avant la chute de Ben Ali, Dominique Strauss-Kahn, en tant que directeur du Fonds monétaire international, saluait le caractère exemplaire des réformes économiques tunisiennes et sa vocation à être un modèle pour l'ensemble du monde arabe. Et que ce credo néolibéral, ce qu'on peut rappeler le consensus de Washington, a très largement joué comme facteur de légitimation du régime de M. Ben Ali, dans une certaine mesure du Maroc, même si c'était un moins bon élève, dans une moindre mesure de l'Égypte, mais quand même, finalement, ces régimes, on les soutient parce que quelque part, ils appliquent notre politique, et notamment cette politique de privatisation. Autre facteur, encore plus proche de nous, qui lui s'est inscrit dans un contexte conjoncturel, mais qui finit par durer, c'est la vision sécuritaire, et notamment, qui a toujours existé. Je dirais, comme je l'ai dit, l'idée qu'il fallait des dictateurs ou des leaders forts pour gérer les populations arabes, c'est quelque chose qui remonte, je dirais presque même avant la colonisation, et qui s'est amplifié, bien sûr, après le 11 septembre. C'est-à-dire notamment l'idée de cette guerre globale contre la terreur, qui fait que ces leaders, ces dictatures, ont retrouvé une certaine virginité après le 11 septembre. Je vous donnerai un certain nombre d'exemples tirés de mon terrain plus connu qui est la Tunisie. En 2000, et Michael peut le confirmer, il y avait un certain nombre de signes qui montraient que le régime de M. Ben Ali était en train de vaciller. Et un certain nombre de signes qui ne trompaient pas, c'est que dans la presse française, s'était ouvert un certain nombre de fenêtres très critiques à l'égard de M. Ben Ali, qui étaient aussi le reflet de critiques qui circulaient de plus en plus dans les couloirs de Matignon et de l'Élysée. C'est-à-dire qu'une partie, effectivement, des élites françaises commençait à dire « ce dictateur-là nous pose problème ». Par exemple, Hubert Védrine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec le 11 septembre, M. Ben Ali, dont on commençait à se demander s'il fallait continuer à le soutenir, après a retrouvé une totale légitimité. À tel point qu'une opposante que je respecte beaucoup, comme Sienne Bensedrine, qui a été une grande résistante au benalisme, disait finalement le 11 septembre a servi fondamentalement les dictatures du monde arabe. Et il avait une très belle formule, qui aujourd'hui serait un peu passée. Ben Laden a voté Ben Ali, et Ben Ali a voté Ben Laden. C'est-à-dire que le terrorisme international et Al-Qaïda, d'une certaine manière, étaient des complices objectifs de ces régimes, et que chaque fois qu'il y avait des phases d'ouverture politique dans le monde arabe, comme par hasard, Al-Qaïda intervenait. Moi, je ne suis pas du tout dans les thèses conspirationnistes,
je ne suis pas du tout adepte du réseau Voltaire, et au contraire, je ne vous conseille pas de lire ce site qui dit absolument n'importe quoi aujourd'hui sur la situation dans le monde arabe, à croire que les Américains seraient derrière toute la révolution. Mais néanmoins, on peut dire que là, on peut s'interroger sur la fonction du terrorisme international quand il contribue à conforter, je dirais, les dictateurs et les solutions autoritaires, et qui fait que chaque fois qu'effectivement il y avait un peu une lueur, un espoir d'ouverture politique, comme par hasard, ces gens-là se trouvaient réhabilités. Regardez M. Kadhafi, qui s'est retrouvé paré de toute la légitimité, de la virginité, de la vertu internationale grâce au 11 septembre, puisque ce monsieur a été réhabilité aux yeux des Américains, aux yeux des Français, aux yeux des Européens, et que finalement on a complètement fermé les yeux sur sa dictature après le 11 septembre, alors qu'elle n'avait pas changé, elle avait même empiré. Autre facteur important qui vous touche particulièrement ici à Toulon, et qui touche plus particulièrement les Européens, cette fameuse, excusez-moi la formule douceâtre, à l'eau de rose, politique européenne de voisinage. C'était tout simplement cette fameuse politique d'externalisation de la lutte contre l'immigration illégale qui fait que ces dictateurs ont trouvé une utilité très claire pour l'Europe, d'appliquer des mesures de répression de l'immigration illégale à partir des pays d'origine ou des pays de transit. Et que derrière cette formule de politique européenne de voisinage, finalement, c'était cette politique de complicité, de collaboration, d'installation des camps de l'autre côté de la Méditerranée, de la lutte contre les flux d'immigrés illégaux venant d'Afrique noire ou venant du Maghreb, et que de ce point de vue-là, des gens comme Ben Ali, Bouteflika, le roi du Maroc et M. Kadhafi apparaissaient comme des dictateurs utiles pour appliquer, imposer à leur propre peuple cette politique européenne de voisinage, cette politique répressive à l'égard de l'immigration, qui, en revanche, dans les sociétés civiles, posait problème. Et d'ailleurs, l'actualité nous dit, c'est qu'aujourd'hui, avec les processus de démocratisation qui sont en train de s'engager au Maghreb, on s'aperçoit que les gens parlent. Les gens parlent. Ils disent, nous, on ne veut pas contribuer à la répression aveugle. Pendant que nous, ici, là, et malheureusement, c'est dans cette région-là, même à Paris, aujourd'hui, on est en train de, nous, entre guillemets, hein, nos autorités sont en train de réprimer d'une manière assez scandaleuse, qu'on soit d'accord ou pas, c'est une autre chose, mais il faut voir l'accueil qu'on réserve aujourd'hui à ces jeunes Tunisiens. Je suis avec des amis d'ailleurs tunisiens, et même des anciens du parti RCD qui le disent, cet accueil scandaleux qui est fait, on va à Marseille, de mes amis sont en train de distribuer des vivres, la police en profite pour venir arrêter, comme on le faisait à une certaine époque. À Paris, un certain nombre d'amis, d'avocats viennent auprès, la police en profite pour faire de véritables rafles, alors qu'au même moment, la Tunisie, qui est confrontée à une période de fluidité, d'incertitude, de trouble, les Tunisiens sont eux capables d'accueillir 200 000 personnes, et on voit des mères de famille dont leurs propres fils sont en immigration illégale, venir aider les réfugiés de Libye, venir apporter de l'eau, venir proposer une partie de leur logement. Quelle leçon de démocratie pour nous, quand on voit l'extraordinaire solidarité qu'il y a eu en Tunisie à l'égard des réfugiés de Libye, et que nous laissons réprimer, bien sûr, c'est pas vous, parce que je sais que vous êtes partie des associations qui critiquent, mais on se demande où on est, où est la démocratie? Est-ce qu'elle est à Tunis ou est-ce qu'elle est à Paris? Et on a plus l'impression qu'elle est plutôt aujourd'hui à Tunis, à Paris, même si, bien sûr, la Tunisie connaît encore une période d'incertitude. Enfin, dernier facteur, et je conclurai sur ça, plus particulièrement à la France, défaite de la pensée européenne, vision péjorative héritée de l'orientalisme, qui fait qu'on croit que les Arabes sont des grands immatures et qu'il faut les gouverner par le bâton, mais aussi défaite d'une certaine doctrine diplomatique française, que j'ai vécue au premier regard, en étant en poste, qui consiste en gros à nous dire, nous, on représente l'État français et on travaille avec les États, c'est normal, ça on peut dire. Mais surtout, n'ayez point de contact avec les sociétés civiles, on ne veut pas avoir de problème. Et Michael peut le témoigner, Saïd peut-être aussi, la première consigne qu'on nous donne quand on est en poste dans un pays arabe, surtout ne rencontrer personne, on ne veut pas de problème. Et on voyait comme ça nos collègues allemands, américains, qui eux, en 2 semaines, faisaient des interviews avec les opposants, les syndicalistes. Et nous, on disait, mais surtout pas, ne faites pas votre travail de chercheur. On ne veut pas de problème avec les autorités tunisiennes. Et c'est la première consigne qu'on nous donne quand on est en poste à Tunis. Pas de problème. Et ça, c'est bien sûr ce qu'on disait aux chercheurs, on le disait encore plus aux diplomates. Ceux qui avaient réellement des fonctions diplomatiques, qui fait qu'on a perdu objectivement le contact avec les sociétés civiles du monde arabe.
Et que, de ce point de vue-là, on avait une diplomatie qui n'était pas simplement stato-centrée, elle était aussi officialo-centrée. C'est-à-dire que pendant que les Américains, les Hollandais faisaient des efforts pour rencontrer les opposants, les représentants des sociétés civiles, nous on faisait tout pour ne pas les rencontrer. On n'assistait à aucun procès politique, on ne voulait pas de problème avec ces États. Puis j'ajouterai, toujours dans ce facteur diplomatique, qui explique cette myopie, et là je renvoie à l'inquiétude sur l'évolution de l'État français. C'est que, où est faite aujourd'hui la diplomatie de la France? Certains diplomates renvoyaient des rapports, d'ailleurs j'ai discuté avec eux, des rapports sur l'état de la corruption, les dérives de plus en plus répressives du régime tunisien, du régime égyptien ou des autres régimes du monde arabe. Mais ces rapports n'étaient pas lus. Ils étaient transmis au Quai d'Orsay, certes, mais pourquoi tout simplement? C'est qu'aujourd'hui, le Quai d'Orsay a perdu même toute influence au profit d'une diplomatie qui s'est de plus en plus déplacée à l'Élysée et qui est faite par un président qui a transformé la diplomatie en outil et en jouet personnel. Et qui fait qu'aujourd'hui, les premiers inquiets de l'évolution actuelle, ce sont souvent eux-mêmes des diplomates, qui sont critiquables par certains côtés, mais qui se sont vus aussi spoilés de leur mission principale, et qui fait qu'aujourd'hui, on le voit bien, les gesticulations au plus haut niveau, que d'une certaine manière, on a des raisons de s'inquiéter de l'évolution dont est menée la France, notamment sur le plan diplomatique, mais la diplomatie n'étant qu'un symptôme d'une personnalisation extrême qui fait que l'Élysée prend beaucoup de décisions et comme elle les prend seule, elle les prend mal. Comme elle les prend seule, elle les prend mal. Cela nous invite, et je sais que je n'ai pas de leçon à vous donner parce que vous êtes déjà exemplaire de ce point de vue-là, à dire que la diplomatie, c'est aussi la diplomatie d'une société vers une autre société. C'est la diplomatie des acteurs vivants de cette société. Et que quand notre État est en défaite, quand notre État est en recul, quand notre État est myope, c'est à nous, acteurs de la société civile, à continuer à bâtir des ponts, à travailler. Nous l'avons fait aussi en tant que chercheurs, pas seulement en tant qu'acteurs de la société civile. C'est-à-dire quand on nous disait « n'allez pas en Tunisie, ne rencontrez pas d'opposants », on les rencontrait, on enquêtait, on étudiait, on bâtissait des solidarités. Et moi, je crois beaucoup à la diplomatie de la société civile et je vous remercie.